pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Donald Trump was fired by 81 million people. We're a failing nation. We're a nation that's in serious decline. And she has destroyed our country. She is Biden. You're not running against Joe Biden, you're running against me. Les industries existantes ici, la réponse n'était pas suffisamment importante à leur demande. On regarde les entreprises qui ont le plus de retombées pour les Québécois. Alors, le nationalisme économique, on repassera. Voici Patrick Lagacé. Mercredi le 11 septembre 2024. Merci d'être là. On commence par une météo avant le tour d'horizon de l'actualité. Aujourd'hui, c'est une autre magnifique journée qui nous attend. Du soleil, pas de nuages, 25 degrés. Jeudi et vendredi, ce sera comme aujourd'hui, du soleil dans un ciel bleu, un peu plus chaud demain et vendredi, 26 et 27 degrés. La fin de semaine qui s'annonce très belle, du soleil et quelques nuages. Donc, le tour d'horizon de l'actualité commence. Je lève les yeux vers LCN. On apprend que Fred Beauchemin, le député libéral, se lance officiellement dans la course au leadership. C'était déjà connu qu'il était intéressé, donc c'est officialisé. Débat Trump-Harris, c'était hier soir. Premier choc entre la candidate démocrate et l'ancien président républicain. Peut-être le seul choc, le seul débat qui aura lieu dans la campagne présidentielle. Consensus chez les analystes ici et ailleurs. Mme Harris a dominé. M. Trump n'a pas gagné ce débat-là. Même Fox le reconnaît. Sur la page d'accueil du site de Fox News, il y a un chroniqueur là, qui dit « M. Trump n'a pas gagné, c'est pas fini, mais il n'a pas gagné ce débat-là ». Je le souligne parce que c'est quand même assez rare que, même devant l'épreuve des faits, Fox soit critique face à M. Trump. Et à NBC, il y a un analyste qui avait un propos intéressant ce matin. Il disait que M. Trump est allé dans ce qu'on appelle la hot room. Après le débat, il est allé à la rencontre des journalistes. D'habitude, ce sont les adjoints de communication qui font ça. Il est allé là lui-même pour faire du spin, comme on dit, pour dire que c'était son meilleur débat. Ce qui est faux, c'est le signe que le débat là, ne s'est pas très bien déroulé pour lui. M. Trump a multiplié, encore une fois, les faussetés, comme par exemple dire qu'il y a des migrants qui mangent les animaux domestiques quand ils débarquent dans certaines villes, dans certains quartiers, les chiens et les chats. C'est faux. Son colistier, M. Vance, pousse sur ce bouton-là depuis 2-3 jours. D'autres faussetés qui ont été émises par M. Trump, on avorte des bébés après la naissance dans certains États où l'avortement est permis. Encore une fois, c'est faux. Ça fait des semaines et des mois que les républicains poussent sur ce bouton-là. Complètement faux. L'avortement a dominé les débats. Mme Harris a martelé justement ce thème-là en disant que si M. Trump était réélu président, il contribuerait à interdire l'avortement au niveau fédéral. Présentement, c'est la prérogative des États depuis une décision historique de la Cour suprême. Et on sait là que l'avortement, quand même si les républicains ont poussé pour un renversement de la décision historique de 1973, ils ont poussé longtemps, pendant des décennies là-dessus, pour que la Cour suprême revienne sur cette décision. Ils ont réussi à la faveur d'une Cour suprême dominée par les juges conservateurs, sauf que politiquement, depuis cette décision de la Cour suprême, ça nuit aux républicains. Ça motive beaucoup de femmes à s'engager politiquement, à voter contre des candidats républicains. C'est un problème, même dans les États rouges, là, pour les candidats républicains comme M. Trump. Je note aussi qu'il n'y a pas eu un mot ou presque sur l'environnement, non plus sur les fusillades dans les écoles. C'est comme si c'était rendu, ces fusillades dans la société américaine, dans les écoles en particulier. Il y en a eu une en Georgie la semaine passée. C'est comme si c'était rendu un événement météo, qu'on ne pouvait rien faire contre ça. Sur les armes, j'ignorais ça personnellement, je ne sais pas si vous le saviez, mais Mme Harris a dit pendant le débat hier qu'elle en a une. Elle en a une, semble-t-il, pour la protection personnelle. Et ça lui a permis de dire qu'elle et son colistier, Tim Walz, gouverneur du Minnesota, qui est un chasseur, sont tous les deux propriétaires d'armes.
Mme Harris a quand même eu de la misère à s'éloigner du bilan de M. Biden. En tout cas, elle ne l'a pas revendiqué. Et les analystes disent souvent que c'est pas un mauvais bilan économique de M. Biden, mais cette perception que les choses étaient meilleures sous M. Trump. Elle l'a pas renié, mais disons qu'elle ne se colle pas sur le bilan de M. Biden. Et dans le rayon des choses moins importantes, disons-le quand même, Taylor Swift, la chanteuse la plus populaire de la planète, après le débat, a annoncé qu'elle appuyait Mme Harris. Ses fans sont très dévoués. Est-ce que ça peut faire bouger l'aiguille? Pas clair. Mais on sait qu'elle est instrumentalisée politiquement. Les fans de M. Trump, depuis des années, qui attaquent Mme Harris, elle n'avait jamais formellement appuyé les démocrates. Là, c'est fait. On va revenir sur tout ça avec Charles-Philippe David un peu plus tard à l'émission. Honnêtement, je pense que dans l'allocation des mégawatts jusqu'à date, les industries existantes ici n'étaient pas peut-être suffisamment importantes à leur demande. Et je pense qu'il faut rebalancer des choses. C'était Michael Sabia hier. Il est PDG d'Hydro-Québec qui témoignait à l'Assemblée nationale pour l'étude du projet de loi 69 sur tout ce qui va toucher le futur énergétique du Québec. Il y a une réforme qui avait été initiée par Pierre Fitzgibbon. Il a quitté, on le sait. Et c'est Christine Fréchette, en quelque sorte, la ministre qui le remplace, M. Fitzgibbon, qu'on surveillait. C'était sa rentrée comme super ministre. Elle a été jetée là-dedans sans trop de préavis. Donc, on la surveillait. On voulait voir comment elle allait défendre ce projet de loi en tant que nouvelle super ministre de l'Économie et de l'Énergie. Mais c'est Michael Sabia qui a volé la vedette, qui a pris le dessus du plancher parce qu'il a critiqué le gouvernement. C'est très rare qu'un PDG de société d'État fasse ça aussi ouvertement, aussi publiquement. Selon M. Sabia, on a trop privilégié au gouvernement Legault de nouvelles entreprises, souvent étrangères, pour l'allocation de blocs d'électricité plutôt que des entreprises existantes. Il a dit, faut rebalancer les choses. C'est une sortie surprenante, mais je dois vous le dire, personnellement, ça me rassure que M. Sabia ait fait cette sortie-là. Et je ne parle pas du fond des choses, du fin détail de ce débat-là sur l'allocation de l'énergie disponible au Québec pour les industries. Je trouve ça sain parce qu'Hydro-Québec, c'est pas un ministère. C'est la plus importante de nos sociétés d'État. Je trouve ça important qu'il y ait un bras de distance, une indépendance entre Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. Tous les partis au pouvoir au fil des décennies ont eu la tentation d'utiliser Hydro-Québec pour faire des gains politiques à court terme. Mais les gains politiques d'un gouvernement, ça ne veut pas dire que c'est bon pour Hydro et ça ne veut pas dire que c'est bon pour les Québécois dans une perspective de long terme. Donc, ça me rassure ce que dit M. Sabia. Une petite critique, ça veut dire qu'il exerce son indépendance face au gouvernement. Est-ce qu'il y aura des conséquences à cette manifestation d'indépendance de M. Sabia? On sait que le premier ministre n'aime pas beaucoup les critiques. Je dois dire, après le départ hâtif de Mme Sophie Brochu de la tête d'Hydro-Québec, ce serait gênant qu'on pousse M. Sabia vers la porte. Sa job au PDG d'Hydro, c'est pas d'être loyal envers le premier ministre du Québec, c'est de servir le bien public, c'est de dire le fond des choses pour le bien des Québécois. C'est un fleuron Hydro-Québec. Ça ne doit pas être instrumentalisé pour des petits gains partisans. Sur les tarifs, maintenant, parce qu'il a été question des tarifs, il y aura des hausses limitées des tarifs résidentiels, des tarifs d'électricité. Et M. Sabia, là-dessus, il chante la même chanson que le gouvernement. Il dit, il y a un pacte social entre les Québécois et Hydro, donc 3 % de hausse annuelle maximum dans le résidentiel. Pour les tarifs commerciaux, il évoque là, des hausses annuelles maximales éventuellement de 5 %. On sait qu'Hydro se lance dans un immense chantier, des dizaines de milliards de dollars qui sont nécessaires pour mettre le réseau à jour et aussi créer de nouvelles formes de génération d'électricité. Mais pour les entreprises, quand même, le débat est lancé présentement. Est-ce que la grande entreprise doit, par exemple, payer plus que les petites? Le débat commence. On va y revenir un peu plus tard avec le professeur Pinault, spécialiste de l'énergie au HEC. Demain matin, même si les 38 recommandations étaient mises en place, si chacun ne connaît pas son rôle et si les gens ne travaillent pas en concertation et en collaboration, en cessant surtout, s'il vous plaît, de dire c'est pas dans ma cour, c'est dans la loi c'est dans la cour de la santé, c'est pas dans la cour de la police, c'est dans la cour de ci, il va falloir que les gens apprennent à se parler et à travailler en collaboration.
C'était la coroner Jeanne Kamel hier qui présentait, qui défendait son rapport et ses 38 recommandations dans la foulée de la mort tragique de Maureen Brault, policière à la Sûreté du Québec en 2023, tuée par un homme aux lourds problèmes psychiatriques, quelqu'un qui avait souvent été condamné, qui avait souvent été arrêté pour des actes criminels, jamais reconnu coupable parce qu'il a toujours été considéré non criminellement responsable, donc n'avait pas toute sa tête et était envoyé sous garde psychiatrique sous les soins de la commission d'examen des troubles mentaux. Le problème, c'est que personne ne s'est parlé dans le système. La police, les tribunaux, les médecins, les hôpitaux, etc. Vous avez entendu Mme Kamel, tout le monde jetait la balle dans la cour de l'autre. Et avant même le dépôt du rapport, on le sait, Québec avait présenté un projet de loi au nom de Maureen Brault. Le ministre François Bonnardel, ministre de la Santé publique, de la Sécurité publique, va être avec nous un peu plus tard. La coroner salue le projet de loi de M. Bonnardel, mais elle trouve que ça ne va pas assez loin. Et je vous le dis, il y a aussi des psychiatres qui ont un malaise avec certains aspects du projet de loi défendu par M. Bonnardel. Je vais en parler avec lui tantôt. Sauf que je regardais les réactions ce matin. Le rapport de Mme Kamel est salué. Après, le défi, c'est bien évidemment l'implantation. Présentement, ça domine les manchettes, ça domine l'actualité. La mémoire de Mme Brault est au premier plan sur la place publique. Qu'en sera-t-il la semaine prochaine, le mois prochain, dans les mois à venir? Le défi, c'est toujours l'implantation dans des rapports semblables. Par contre, je le souligne, la famille de Mme Brault, qui a salué les recommandations présentées hier par la coroner Kamel, même si la famille a quand même peur que des parties du rapport soient tablettées. 6h15, je veux parler maintenant, c'est dans le Journal de Montréal et dans la presse, de la suite de cette histoire qui avait été sortie par la journaliste Isabelle Dubé de la presse. 2 courtiers immobiliers qui flouaient des acheteurs. Ils ont été pris sur le fait parce que ça a été dénoncé. Christine Giroir et Jonathan Dauphinet-Fortin ont été interdits de pratique hier pour 15 et 10 ans. La sanction de leur ordre est tombée. Donc, en gros, là, l'histoire, les 2 courtiers inventaient de fausses offres d'achat pour faire monter les enchères pour leurs clients et évidemment toucher une commission plus importante. 2 choses là-dessus. 1, au-delà de ces 2 crosseurs-là, qui sont bien chanceux de ne pas être accusés de fraude aux criminels parce que ce qu'ils ont fait, m'excuse, mais ça tombe aussi dans le spectre très large du code criminel. Au-delà de tous les crosseurs qui font ça, inventer des offres d'achat pour gonfler les enchères, la question de fond qui n'est pas résolue, c'est la suivante. Pourquoi c'est permis? Pourquoi l'opacité sur les offres? Pourquoi, quand je fais une offre sur une maison, sur un condo, c'est forcément secret? Et là, vous le savez, là, vous l'avez peut-être déjà vécu, si vous avez déjà fait une offre pour une maison, pour un condo, pour un immeuble, là, il faut se fier à la parole du courtier qui nous dit « Ah, écoutez, votre offre est bonne, hein, mais on en a une autre qui est plus élevée. Donc, si vous voulez vraiment la maison, si vous voulez vraiment le condo, il faudrait faire un effort, peut-être mettre un... Êtes-vous capable de mettre une coupe de 10 000 de plus? » Mais tu fais tout ça à l'aveugle. Tu ne sais pas s'il y a vraiment une offre. Tu ne sais pas s'il y a vraiment une autre offre et de combien. Et là, on l'a vu dans ce cas-là, et moi, je soupçonne que c'est juste la pointe de l'iceberg, on peut aussi inventer de fausses offres. Ça se fait. Là, ça a été prouvé dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de cas où ça n'a pas été prouvé. Donc, ça, c'est la première affaire. Si le législateur fait sa job, bien, si les offres ne sont pas opaques, si tout est transparent, bien, tu peux plus faire gonfler les enchères avec de fausses offres. Donc, sincèrement, je pense que le législateur aussi, le gouvernement du Québec, a une réflexion à faire là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est permis? Dans le cas qui nous occupe, deuxième affaire, le duo de courtiers Giroir et Dauphinet-Fortin ont floué un acheteur de 40 000 $. Lui, il veut son dû. L'ironie, c'est que ces 2 fraudeurs-là ont été condamnés par leur ordre professionnel, des suspensions de 15 et 10 ans, donc, de pratique, des amendes de dizaines de milliers de dollars. Lui, son 40 000 $, bien, son dossier est toujours étudié par ce qu'on appelle le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier. C'est toujours sous enquête. Lui, son argent, il ne l'a pas récupéré, même si on a prouvé qu'il a été floué de 40 000 $. Avouez que c'est un peu ironique. Je veux parler un peu de réseaux sociaux. On le sait,
Au Québec, il y a un débat sur le temps d'écran des enfants. La prise de conscience, je dois le dire, là, elle est mondiale, sur l'effet des réseaux sociaux, des écrans, sur la psychologie, sur la psyché des enfants et des adolescents. Ça se poursuit un peu partout dans le monde. Et en Australie, ça a été annoncé hier, on va fixer un âge minimal pour se connecter aux réseaux sociaux, entre 14 et 16 ans. C'est un peu partout dans les médias aujourd'hui. Là, je suis tombé là-dessus. Dépêche de l'agence France Presse dans la presse. Le premier ministre australien, qu'est-ce qu'il dit? Bien, il dit des choses qui rejoignent ce que beaucoup d'experts, de scientifiques disent à propos du temps d'écran dans l'enfance et dans l'adolescence. Ça gruge le temps passé dans la réalité. Au parc, dans le cours, dans les salles de sport, etc., à jouer avec d'autres jeunes. Et ça, pour les jeunes, pour les enfants, pour les cerveaux en développement, c'est essentiel pour la socialisation, pour le cognitif, pour les connexions dans le cerveau. Si vous jouez avec les autres, si vous interagissez avec les autres, même chez les enfants, si vous vous chicanez avec les autres, ça vous aide à vous construire comme personne, comme être humain. Et si ce temps-là est grugé par du temps d'écran, bien, c'est d'autres connexions de votre cerveau qui travaillent, mais qui ne se font pas aussi. On a souvent eu Dr Jean-François Chicoine ici à ce micro pour nous en parler, Dr Mélissa Généreux, aussi spécialiste en santé publique. Ce débat-là est en train de se faire. Est-ce qu'il faut le faire avec une interdiction comme en Australie? Je ne sais pas. Mais un peu partout, en France, aux États-Unis, on commence à se poser la question. Et ici, au Québec, bien, les travaux de la commission spéciale là, transpartisane de l'Assemblée nationale vont commencer ses travaux à l'automne. Un mot sur la politique fédérale avant de vous laisser. La retraite des libéraux en Colombie-Britannique, bien, elle se poursuit. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada et d'Angleterre aussi, Mark Carney, s'est joint à l'équipe libérale comme conseiller économique. C'est assez particulier, je dois vous le dire, parce que M. Carney, il est vu comme un dauphin potentiel de M. Trudeau, même un rival. Si M. Trudeau s'en allait, M. Carney serait probablement sur les rangs, là, selon plein de spéculations, pour le remplacer. Ça, c'est une chose. L'autre affaire, c'est que les députés ne soutiennent pas vraiment M. Trudeau avec un enthousiasme délirant. À 60 % de désapprobation dans la population canadienne, ce serait un peu gênant, il faut l'avouer. Mais il y a quand même, ici et là, des députés qui disent « Ouais, écoutez, quand je vais dans ma circonscription, on me parle pas beaucoup de M. Trudeau. Si on m'en parle, c'est pour dire qu'il devrait s'en aller, etc. » Et je veux juste vous dire un mot à cet égard-là sur la députée libérale Alexandra Mendez. Mme Mendez a fait une sortie à Radio-Canada cette semaine en Colombie-Britannique en disant « Écoutez, moi, je ne veux pas qu'il s'en aille, là. Mais quand même, quand je me promène, les gens me disent qu'il devrait partir. » Disons que c'est pas un vote de confiance très, très enthousiaste de la part de Mme Mendez. Hier, on l'avait invité. Lundi soir, on l'a contacté et on lui a dit « Voulez-vous venir nous parler de ça? » Entrevue pour mardi. Mme Mendez s'est engagée à venir. L'entrevue devait avoir lieu là, vers 7h45. On l'appelle. Elle répond pas. Pas de réponse. Bon. Parfait. Je vous l'ai dit, on devait l'avoir. Elle n'est pas venue. On a fini par la contacter. Notre équipe lui a parlé pendant la journée hier. Et l'explication de Mme Mendez, ça a été « Ah, écoutez, quand vous m'avez dit 7h45, je pensais que c'était 7h45, heure de Colombie-Britannique. Regardez, c'est une députée de la région de Montréal. Je pense qu'elle connaît l'émission. Quand on dit 7h45, c'est assez clair que c'était dans le fuseau horaire de l'Est. Mais parfait. Écoutez, la confusion, ça peut arriver. On a pris rendez-vous avec elle pour la voir aujourd'hui à l'émission. Elle était bookée, comme on dit. On devait faire l'entrevue dans notre bloc d'information entre 7h45 et 8h40. C'était coulé dans le béton. Qu'est-ce que Mme Mendez a fait hier soir? Elle nous a contactés pour nous dire que finalement, elle ne serait pas là. Écoutez, ce genre de courage-là qui est épisodique, c'est un petit peu embêtant. Si elle est capable de le dire à Radio-Canada, que M. Trudeau devrait s'en aller, elle devrait pouvoir le dire partout. Mais ça ressemble, dans ce cas-là, dans le cas de Mme Mendez, à une candidate éventuelle qui s'est fait dire « Si tu veux que le chef signe ton bulletin de candidature pour la prochaine élection, peut-être que tu devrais te la fermer. » 6h presque 23 minutes. Merci d'être là. Tu peux m'écrire au 98985. Mon courriel, patrick@985fm.ca. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé.
Hier, aux États-Unis, c'était le premier, probablement le seul débat présidentiel entre la démocrate Mme Harris et le républicain, l'ancien président, M. Trump. La plupart des experts nous disent que M. Trump a perdu ce débat, que Mme Harris a fait bonne figure. Elle a tenu M. Trump sur la défensive, même sur le site de Fox News. Il y a une chronique là, bien en évidence qui soulignait le fait que M. Trump ne peut pas dire avoir gagné ce débat. Est-ce que ça va faire bouger l'aiguille? Est-ce que ça va avoir un effet dans les prochaines semaines vers la campagne vers l'élection présidentielle du 5 novembre? On en parle avec Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Charles-Philippe, salut! Salut Patrick. Est-ce que tu partages, tu t'inscris dans ce consensus-là? Je vois que la plupart des experts disent que Mme Harris a gagné ce débat. Oui et non. Clairement, elle l'a gagné sur le fond, Patrick. Ça, c'est très clair. N'importe qui a écouté ça va dire que ses arguments étaient fondés. Les exemples qu'elle donnait étaient exacts. Elle ne se laissait pas aller dans des digressions et dans des mensonges comme son adversaire. Elle était solide, j'ai trouvé, au début un peu nerveuse, un peu stressée, mais on a vu qu'elle s'est raplombée vraiment très rapidement. Elle a paru beaucoup plus présidentielle et aux commandes vraiment des États-Unis que lui n'a pu le faire. Mais cela étant dit, je suis beaucoup moins optimiste que la plupart des experts et la plupart des observateurs de dire que cela, sans doute, a pu faire bouger le pot au début. On verra les sondages dans les prochains jours et tu as dit le mot-clé. C'est le seul mot-clé pour moi qui compte à ce stade, c'est celui des indécis. Ceux qui sont pro-Trump n'auront pas vraiment été convaincus que Mme Harris a gagné tant que ça, et ceux qui étaient démocrates et sont démocrates vont être convaincus, bien sûr, que Kamala Harris a gagné haut la main. Le problème est de savoir est-ce qu'une très minime frange de la population électorale, donc celle qui va voter, aura été influencée vraiment par ce débat pour résolument voter en faveur de Mme Harris. On peut le souhaiter, mais je pense pas qu'il y aura un mouvement de masse là, ou en tout cas une faveur électorale à Kamala Harris prononcée au cours des prochaines heures ou au cours des prochains jours. On verra, peut-être ce sera le cas, mais ça me surprendrait. Charles-Philippe, on va revenir sur 3 extraits, si tu permets, du débat. Là, ça permettra aux gens qui n'ont pas écouté le débat de se familiariser avec certains extraits. Abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me. Hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did exactly as he intended. And now in over 20 states, there are Trump abortion bans, which make it criminal. Donc, l'avortement, parce que c'est ce dont il s'agit, là, a été au cœur des débats. Mme Harris a dit, écoutez, il a nommé beaucoup de juges conservateurs et ça a fait pencher la balance. Ça a permis à des États d'interdire carrément l'avortement. À quel point est-ce que ça peut influencer les prochaines semaines la question de l'avortement, Charles-Philippe? Patrick, d'abord, elle a gagné haut la main toute cette manche-là. J'ai trouvé que c'était même probablement, il y en a eu d'autres, on va les entendre, mais c'était probablement le moment, en tout cas au début, on va dire dans la première partie du débat, le moment le plus fort pour Kamala Harris. Et elle le regardait Donald Trump personnellement et s'exprimant comme femme sur l'avortement. C'était magistral ce segment-là. Je pense que c'est clair que l'effet que cela aura, à mon humble avis, ça va être de mobiliser l'électorat. Parce que c'est là le nerf de la guerre. Combien de gens ont écouté le débat? Déjà, il faudrait savoir ça. Et ensuite, combien de gens iront voter en fonction du débat? Alors, ça interpelle particulièrement les femmes qui constituent un bloc absolument monumental au sein de cet électorat. Et parmi donc les indécises et les indépendantes, est-ce que les arguments de Kamala Harris sur le libre choix des femmes pourraient être assez convaincants, effectivement, pour faire sortir le vote, comme on dit? Je pense que ça, c'est probablement la carte la plus forte, la plus puissante dans l'arsenal de Kamala Harris pour gagner la présidence. Donc, il y a aussi eu, Charles-Philippe, là, la question de l'Ukraine, l'appui indéfectible de l'administration Biden envers l'Ukraine. On va écouter un autre extrait.
They respect me. They don't respect Biden. How would you respect him? Why? For what reason? He hasn't even made a phone call in 2 years to Putin, hasn't spoken to anybody. I will get it settled before I even become president. Well, first of all, it's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. And that's not who we are as Americans. Donc, M. Trump qui dit « Hey, M. Biden n'est pas respecté sur la scène internationale. Il n'a même pas appelé le président russe Vladimir Poutine depuis 2 ans. » Et Mme Harris lui a dit « Juste en passant, je ne suis pas le président Biden. » Ça a été un moment fort, ça, quand même, cette réplique de Mme Harris. Absolument, absolument. Ça, c'est venu plus tard durant le débat. Ça a été vraiment du gros n'importe quoi de la part de Donald Trump. On avait le sentiment qu'il cherchait à peu près n'importe quel argument là, pour attaquer, évidemment, Biden, Harris. Et ça n'a convaincu absolument personne. D'abord, Patrick, il y avait un énorme mensonge au sein de cette discussion-là. Et d'ailleurs, David Muir, le journaliste, l'animateur de ABC, s'est retourné vers Mme Harris et lui a demandé de clarifier ce point-là quand Donald Trump l'a accusé quasiment d'avoir été négocié à Moscou directement avec Vladimir Poutine l'invasion de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut imaginer plus énorme que ça? Et là, Mme Harris a dit, voyons donc, c'est n'importe quoi. Sûr que non. Et de rendre l'administration Biden coupable de l'invasion de l'Ukraine, là, c'est un peu fort de café. Et de dire surtout que lui, évidemment, non seulement l'invasion n'aurait pas eu lieu, mais qu'il réglerait ce conflit en 24 heures, ça relève de la pensée magique. Et j'ai trouvé ça particulièrement amusant lorsqu'il a attaqué Mme Harris en disant « Si l'Ukraine a été envahie, Mme la vice-présidente, c'est parce que vous êtes sorti tout croche de l'Afghanistan. » Alors, elle lui a rappelé « C'est votre accord qu'on a mis en œuvre. C'est vous qui avez signé cet accord-là de sortie de l'Afghanistan. » Alors, disons que les demi-vérités, les faussetés affirmées par Donald Trump hier étaient absolument incroyables. Il reste une 50aine de jours avant l'élection présidentielle. Charles Philippe, ça aura lieu le 5 novembre prochain. Qu'est-ce qui va faire bouger l'aiguille d'un côté ou de l'autre? Parce que quand on regarde les sondages, sont vraiment au coude à coude, les deux, là. Et c'est vraiment là qu'on aura le baromètre du résultat de ce débat. Déjà, attention, il va y avoir le débat, je sais que déjà, je parle du mois d'octobre, imaginez, ça va vite. Le 1er octobre, le débat entre les vice-présidents sera peut-être cette fois-ci plus important que des débats habituels entre colistiers, parce que on le sait tous, coach Walz, Tim Walz, risque d'être pas mal fort contre J.D. Vance, qui le colistier de Donald Trump en dit des vertes et des pas mûres, encore comme par exemple les immigrants qui mangent des chats et des chiens pour se nourrir à Springfield, Ohio. Ça aussi, ça a été un moment incroyable hier soir. Donc, il faut surveiller ça. Et évidemment, ils vont faire campagne tous les deux dans les 5 ou 6 ou 7 États pivots qui, selon eux, comptent le plus pour être élus. Attendez-vous à un déluge, là, je pèse mes mots, déluge de publicité dans ces États-là pour essayer de convaincre encore des gens qui ne sont pas convaincus. Alors voilà, ça va être... et puis, quelle surprise. On parle toujours de la surprise d'octobre, Patrick. Il y a toujours dans la campagne électorale américaine quelque chose qui survient qu'on n'a pas vu venir. Alors ma question est, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu venir dans cette campagne électorale qui pourrait nous surprendre au mois d'octobre? Charles-Philippe, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On va se reparler très bientôt. Merci, Patrick. Bonne journée. Et je lève les yeux là, vers les téléviseurs, les chaînes d'information en continu. C'est aussi là ce matin, un peu plus discrètement, mais il y a 23 ans aujourd'hui. C'était les attaques du 11 septembre. Il y a des commémorations présentement à New York. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. C'est une grosse semaine au chapitre de l'intersection entre la sécurité publique et les troubles de santé mentale. La coroner Jeanne Kamel, qui a déposé cette semaine ses 38 recommandations pour éviter un drame comme celui qui a coûté la vie à la policière Maureen Brault, qui a été attaquée à coups de couteau en 2023 par un homme troublé, un homme qui avait passé une partie de sa vie avec des troubles psychiatriques. Donc ça,
c'est une chose. Et dans la foulée, il y a le projet de loi 66, surnommé justement projet de loi Maureen Brault, qui est porté et défendu par François Bonnardel, justement, pour contribuer à éviter des drames de ce genre. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, peut-être expliquer aux gens comment vous avez reçu les 38 recommandations de la coroner Jeanne Kamel. Bien, on se doutait un petit peu. Pour ceux qui nous écoutent, il faut comprendre que c'est le deuxième rapport que la coroner Kamel dépose suite, malheureusement, à un triple homicide en août 2022. Il y a eu une enquête publique qui a démarré quelques semaines plus tard. Un premier rapport qui a été dévoilé en février 2024. Et comme vous l'avez mentionné, la tragédie de la policière Maureen Brault, puis un autre rapport qui a été dévoilé. Puis quand on regarde les deux rapports, il y a 2 points pour nous qui sont immensément importants. Au-delà des 38 recommandations, il y a 2 points qui ressortent fortement. C'est le manque de communication entre les différents partenaires, les équipes médicales versus les policiers, et le suivi par la suite que ces personnes non reconnues criminellement responsables ont à faire avec l'équipe médicale. Exemple, pas consommer de boisson, pas consommer de drogue, ne pas déménager, exemple, ou autre. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on s'est penché fortement. On a mis aussi une équipe interministérielle en place rapidement dès que la tragédie a eu lieu pour Maureen Brault. Puis là-dessus, on a été capable de comprendre rapidement, nous aussi de notre côté, avec les équipes de la justice, du DPCP, du ministère de la Santé, du MSP, du ministère de la Sécurité publique, les enjeux principaux que je vous mentionne présentement. OK. Dans le projet de loi 66, qui est le projet de loi Maureen Brault, là, que vous aviez déjà déposé avant même que la coroner dépose son rapport, il y a un aspect qui, je dois vous le dire, là, titille un peu des psychiatres à qui j'ai parlé. C'est l'aspect sur les agents de liaison pour faire le lien entre les corps de police et les équipes médicales. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va juste ajouter là, une couche de bureaucratie supplémentaire. Ce dont on a besoin, c'est des criminologues, peut-être pas des agents de probation qui rappellent un peu le milieu carcéral. C'est un bon point que vous amenez. C'est une discussion qu'on a eue hier avec différents groupes et certains l'ont soulevé. Il faut comprendre, pour ceux qui nous écoutent, que ces agents de liaison, c'est une recommandation de la coroner Kamel. Puis ce que moi, je réponds à ça, c'est que les agents de liaison seront complémentaires aux équipes médicales. Complémentaires aux équipes médicales. Pour que les gens comprennent bien, là, c'est que ce que je souhaite, moi, c'est qu'une personne non reconnue criminellement responsable, qui a des modalités ou des conditions à suivre, comme je le mentionnais, là, exemple, pas déménager, pas consommer de boisson ou autre, bien, malheureusement, ce que la coroner s'est rendu compte, c'est que le suivi par la suite n'était pas adéquat. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'on va former des agents de probation qui vont devenir des agents de liaison pour ne pas stigmatiser ces personnes parce qu'ils ne sont pas judiciarisés dans une certaine mesure et qui vont faire un suivi. Exemple, au mois, en disant, Bonnardel, je l'ai vu, il vient chaque mois, il ne consomme pas, il prend sa médication, il voit son psy, tout est correct. Mais soudainement, Bonnardel, il disparaît de la carte. Il ne vient pas à ses rendez-vous, ou je l'ai vu, puis là, je suspecte qu'il a recommencé à fumer ou qu'il a recommencé à boire ou autre. Et là, si je trouve qu'un problème, j'avise l'équipe médicale aussi, parce que l'équipe médicale va continuer de le suivre. Et c'est là que les renseignements vont être fournis sur la base de données, le CRPQ. Pour les gens qui nous écoutent, c'est le Centre de renseignement policier. Donc, c'est la base que les policiers utilisent dans leur véhicule pour comprendre et connaître ceux qui vont, quand ils vont aller à une adresse X, monsieur s'appelle un tel, est-ce qu'il y a des antécédents de CETM, de la Commission d'examen des troubles mentaux? Donc, c'est un peu une complémentarité des agents de liaison versus l'équipe médicale qui va continuer nécessairement d'exister. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la confidentialité des renseignements médicaux? Ça, c'est central. Il semble que c'est un problème. Ça empêche parfois les policiers de savoir à qui ils ont affaire. Est-ce que dans la suite des choses, les policiers vont savoir que quand ils arrivent à une adresse X, justement, là, vous l'évoquiez, Bonnardel ou Lagacé est déjà sous le contrôle de la Commission d'examen des troubles mentaux? Ouais. Il faut comprendre aussi, quand je parlais de communication tantôt, c'est que les policiers, avant, ne pouvaient pas obtenir des informations avec l'équipe médicale. La seule façon qu'ils pouvaient en obtenir, c'est si l'équipe médicale disait « on appelle au poste de police, on dit « OK, a dénommé Bonnardel à telle adresse, il faut que vous alliez le chercher, on pense qu'il est en danger, il prend plus sa médication, peu importe. » C'est là que l'info était donnée de l'équipe médicale aux policiers. Là, moi, ce qu'on souhaite, c'est que les policiers puissent obtenir des informations à l'équipe médicale ou peut-être même à l'agent de liaison pour être capable de rapidement savoir que de l'autre côté de la porte, qui est là?
Juste pour être clair, M. Bonnardel, là, présentement, ce que vous me dites, c'est que ça, c'est un renseignement confidentiel. Bien, moi, le policier, là, il veut pas obtenir tout le rapport médical de Bonnardel de l'autre côté de la porte. Lui, ce qu'il veut savoir, exemple, c'est dans les dernières semaines, comment sa situation a évolué pour le mieux ou pour le mal. À savoir, est-ce que M. Bonnardel, de l'autre côté de la porte, de quelle façon il réagit face à quelqu'un, exemple, qui porte l'uniforme? Alors, le but, c'est pas de lever le secret professionnel, mais c'est de donner le plus d'infos possible de l'équipe médicale aux policiers pour connaître l'état mental perturbé de la personne de l'autre côté de la porte, puis d'avoir le plus d'informations possible. OK. Sur le tribunal spécialisé, c'est une demande, c'est une recommandation de la coroner Kamel. Est-ce que le gouvernement s'est fait une tête là-dessus? Un tribunal spécialisé pour les gens qui ont des troubles de santé mentale et qui ont été criminalisés? Je le disais hier, là, d'entrée de jeu, le rapport a été déposé, voilà, 48 heures. Oui. Il y a plusieurs recommandations qui me touchent, qu'on répond. Il y en a d'autres qui touchent mes collègues à la justice, à la santé. Comme je le mentionnais, donnez-nous le temps là, de bien évaluer la situation pour être capable de voir de quelle façon le ministère de la Justice et le ministre de la Justice vont réagir face à cette demande de tribunal spécialisé. Mais nécessairement, on doit rester ouvert à ces recommandations et bien les étudier. Je voyais là, dans les médias là, un ami de la famille de Maureen Brault qui a témoigné, qui a dit que la famille reçoit bien là, le rapport de Mme Kamel, mais il y a quand même une peur chez les proches de Mme Brault que ce soit tabletté. Est-ce que, M. le ministre, vous avez un message pour la famille de Mme Brault à cet égard? Ben, je leur dirais que la disparition de Maureen ne sera pas en vain. On va améliorer. Puis comme je l'ai mentionné, pour moi, il y avait 2 points immensément importants. Le nerf de la guerre, c'était le partage d'informations, comme je l'ai mentionné plus tôt, et le suivi. Et le suivi adéquat par ces agents de liaison qui sont répartis dans toutes les régions du Québec pour suivre ces cas à haut risque, pour s'assurer de mieux protéger les policières et policiers qui font un travail, vous le savez, là, immensément important jour après jour, et qui font face à des appels. C'est presque un appel sur 2. Juste Montréal, M. Lagacé, c'est presque un appel sur 2 au 911 qui n'est pas relié à la criminalité pure. Exact. Donc, dans l'ensemble du Québec, là, la Sûreté nous disait hier, on est passé de 22 000 à 25 000 appels annuels en l'espace de 3 ans ou à peu près, justement parce qu'il y a des problématiques de santé mentale. Donc, j'essaie, puis je pense qu'on y répond convenablement. Le travail qu'on a fait en amont répond, je pense, bien noblement, encore une fois, là, aux recommandations de la coroner. Merci d'avoir été avec nous, M. le ministre. Bonne journée. Merci. Bye. Hier, à Québec, il y avait le début de l'étude du projet de loi sur l'avenir énergétique du Québec. Ça touche beaucoup Hydro-Québec. On le sait, le ministre qui a présenté ce projet de loi-là, c'est Pierre Fitzgibbon. Mais quelques jours avant le début des travaux parlementaires, il est parti, il a été démissionné. C'est la ministre Christine Fréchette qui le remplace. Elle devient ministre de l'Économie et de l'Énergie. Là, on attendait Mme Fréchette. C'était son jour de rentrée, si on veut. Celui qui est arrivé et qui a pris le dessus du plancher, le devant de la scène, c'est Michael Sabia, le PDG d'Hydro-Québec, qui a fait une sortie contre les choix du gouvernement en matière d'allocation d'énergie. Il a dénoncé le fait que le gouvernement Legault a favorisé indûment, selon lui, des entreprises très souvent étrangères qui veulent venir au Québec aux dépens d'entreprises québécoises qui sont déjà au Québec. On va parler de tout ça avec Pierre-Olivier Pinault, professeur au département de sciences de la décision à HEC Montréal, titulaire aussi de la chaire en gestion du secteur de l'énergie. Professeur Pinault, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, avez-vous été surpris que M. Sabia soit critique, le moindrement critique face au gouvernement de M. Legault? Pas vraiment, parce que c'est très difficile d'être 100% d'accord avec les orientations du gouvernement Legault en ce qui concerne les tarifs, en ce qui concerne la manière d'effectuer ces choix-là. Si on analyse le secteur de l'électricité, on se rend compte que malheureusement, certaines orientations ne sont pas compatibles avec ce qu'il faudrait faire. Alors, M. Sabia a quand même un cerveau et une tête sur les épaules, donc il doit à un moment donné, il ne peut pas se retrancher derrière des banalités et il doit dire minimalement la vérité. Expliquez aux gens qui nous écoutent là, ce que M. Sabia voulait dire dans l'allocation de l'énergie à des nouvelles compagnies qui arrivent ici. Peut-être un peu opaque. Je pense qu'on va détricoter tout ça ce matin.
Oui, mais alors, ce qui se passe historiquement, c'est que Hydro-Québec a l'obligation de servir les besoins québécois. Donc, quiconque arrive au Québec ou est au Québec et veut brancher quelque chose pour avoir de l'électricité doit recevoir de l'électricité. Et ça marche pour les individus, mais c'est aussi de cette manière-là que ça fonctionne pour les industries. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'industries qui se disent on va vouloir décarboner, avoir de l'électricité propre, c'est important. Et le Québec, avec ses bas prix d'électricité, devient un endroit très attrayant pour avoir de l'électricité propre, sans émissions de gaz à effet de serre, à bas coût. Alors, il y a eu beaucoup de demandes d'industries étrangères ou de compagnies étrangères pour venir s'installer au Québec. Ce qui est nouveau, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. On a eu l'aluminium, qui est venu s'installer au Québec pour l'électricité à bas prix, mais ça fait longtemps, et il y a 10 ans, il n'y avait pas vraiment d'industrie qui se présentait. Là se pose le problème, c'est que s'il y a beaucoup d'industries qui veulent venir, on n'aura pas assez d'électricité pour toutes ces industries-là. Et en plus, on a les industries d'ici qui utilisent du gaz naturel ou des produits pétroliers, qui cherchent des moyens d'électrifier leur procédés. Et dans beaucoup de cas, ça peut se faire. Et elles veulent aussi avoir davantage d'électricité. Mais on n'a pas toute cette électricité pour les nouveaux consommateurs. Et Hydro-Québec, qui a l'obligation de servir, ne peut pas servir tout le monde. Et c'est là où le gouvernement de M. Legault a dit c'est nous qui allons décider qui va avoir de l'électricité. Et c'est là où les choix de blocs d'énergie deviennent assez politiques, parce que c'est sur le bureau du ministre. Et lui, il dit là, il avait 1000 mégawatts dans un premier temps à distribuer à des industries et il a choisi Norvolt, il a choisi une dizaine d'autres compagnies qui ne sont pas toutes des compagnies québécoises. Et c'est un petit peu ça la tension, c'est est-ce qu'il faut faire venir des nouvelles compagnies ou est-ce qu'il faut servir les intérêts des entreprises déjà établies au Québec pour leur fournir davantage d'électricité? Professeur Pinault, la réplique de François Legault s'est pas fait attendre. Il a dit, écoutez, oui, on a fait des choix politiques, mais nous, on favorise les entreprises qui vont donner des emplois payants aux Québécois. Est-ce qu'on sait si dans les faits, c'est vrai? C'est-à-dire que là où on a donné de l'énergie à ces nouvelles compagnies, c'était vraiment pour des emplois plus payants que les emplois qu'on retrouve dans des compagnies qui n'ont pas eu leurs allocations d'énergie. Mais c'est un pari, ça, parce que quand on regarde les entreprises qui ont reçu des blocs d'énergie comme Norvolt, aujourd'hui, Norvolt, il n'y a pas beaucoup d'emplois qui sont associés à Norvolt au Québec. Alors, c'est peut-être que dans le futur, il y en aura des emplois plus payants, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Quand on regarde les autres compagnies, il y a TES Canada qui a reçu un bloc d'énergie, le deuxième plus gros. Il y a Greenfield Global avec un projet Greenfield Global est déjà installé au Québec, donc c'est déjà de l'expansion d'activités existantes. Donc, on ne sait pas. Souvent, quand on a des entreprises d'ici qui sont implantées, c'est pour s'assurer que des emplois restent et puis que la compagnie puisse croître dans des circonstances décarbonées. Mais M. Legault a fait le pari d'avoir des nouvelles industries. C'est difficile de dire. Pour l'instant, quand on regarde du côté de la filière batterie, ça ne marche pas aussi bien qu'on aurait pensé, mais la filière n'est pas morte non plus. Merci d'avoir été avec nous, M. Pinault. On va se retrouver, on va se reparler très bientôt, j'en suis certain. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Voici Patrick Lagacé. Belle journée pour se promener. Si vous vous promenez à Mascouche, il y a des grosses chances que vous tombiez en ville sur des poteaux d'Hydro-Québec qui sont pas dans le milieu de la rue, mais pas loin du milieu de la rue. C'est une sorte d'aberration qui exaspère pas mal le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui est au bout du fil. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. J'ai vu ce reportage à TVA hier. Je vous avoue que j'ai été surpris. Je pensais pas que ça existait encore des poteaux qui sont pas, disons, sur le trottoir ou de l'autre côté du trottoir, mais carrément sur la voie publique. Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça chez vous à Mascouche? Ben écoutez, clairement, il y en a un, on l'a vu hier justement sur Cabane-Ronde, on nous dit que ça fait environ 2 ans que la demande a été faite. C'est un chemin qui était tombé au bord de la rivière, et là, la ville a fait un chemin de contournement. Et là, aujourd'hui, on a 2 ans plus tard, le poteau est encore là. Donc, c'est tous des poteaux d'utilité publique. Donc, vous avez nommé Hydro, mais il y a aussi d'autres entreprises là, comme Bell, puis d'autres compagnies aussi d'utilité publique. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont de la misère à communiquer ensemble.
Et on nous dit que des fois, ça peut aller jusqu'à 14 mois présentement, le temps d'attente pour tasser un poteau d'un chemin. Comme par exemple, chez nous, sur le chemin Garden, au coin des Anglais, on a fait des travaux. C'est 25 millions qu'on a investi sur le chemin des Anglais pour désengorger. Et on m'a dit qu'il y a un des poteaux qui va être tassé l'année prochaine à cause du délai de 14 mois. Après les travaux de 25 millions. Après les travaux. Ça n'a comme aucun sens. Tout ce qu'on fait présentement, à cause que cette baie de virage-là ne fonctionnera pas, ça va prendre 14 mois encore. Bon, OK, je comprends que les délais sont longs, là, puis que Hydro-Québec priorise selon la version qui a été donnée à TVA Nouvelles, mais, monsieur le maire, comment un poteau se ramasse comme ça, un poteau de téléphone ou du Bell, qu'importe, il se ramasse au milieu de la rue? Vous allez comprendre que c'est des chemins, hein, comme le chemin des Anglais, c'est un vieux chemin qui date des années peut-être 70. La dernière fois qu'il avait été refait, la ville de Mascouche, c'est une ville qui a pris de l'expansion, donc il faut élargir un peu les chemins à des endroits stratégiques. Là, ici, on parle de rajout de pistes cyclables et de trottoirs pour permettre aux enfants de se rendre à l'école en sécurité. Puis vous allez, tu sais, dans le reportage, j'avais, par exemple, des poteaux de téléphone qui étaient dans une piste cyclable. Ça fait 3 ans. À un moment donné, le gros bon sens, je peux comprendre, là, comme citoyen québécois, que ça peut prendre un peu plus de délai de tasser des poteaux qui sont dans une piste cyclable. Il n'y a pas de danger de mort. Puis, je veux dire, on peut s'entendre là-dessus, mais là, on est dans des poteaux qui sont dans des futures routes, dans des futurs chemins, puis on nous dit que c'est 14 mois d'attente. Puis la réponse qu'on nous dit, c'est que vous nous avez donné le plan final au mois d'avril dernier. Mais ça fait au-delà de 2 ans qu'on travaille en collaboration avec eux, va-et-vient avec des plans. Je veux dire, je peux pas comprendre qu'on commence à travailler au Québec juste quand le plan final est devant nous. Je veux dire, c'est un non-sens. Puis les villes, si on attend 14 mois, vous allez comprendre qu'il y a des saisons estivales, on a juste 6 mois pour faire des travaux. Donc, ça veut dire que ça va prendre 3 ans quand qu'une ville va élargir un chemin. C'est comme un non-sens. Moi, je demande à Hydro-Québec de revoir un peu leur façon de faire. Là, vous parlez de Mascouche, mais je peux vous dire qu'il y a des cas de même dans toutes les villes du Québec. On en parle souvent à l'Union des municipalités du Québec. C'est une réalité. Les utilités publiques, c'est rendu pratiquement un gouvernement dans le gouvernement. C'est vraiment absurde. En tout cas, le message est lancé. J'espère qu'il va être entendu. Puis l'autre message qu'il faut lancer aux gens qui habitent ou qui passent par Mascouche, faut pas juste avoir les yeux bien ouverts sur la route, mais sur les pistes cyclables aussi. Bonne chance avec tout ça, M. le maire. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Lagacé. Bonne fin de journée. Guillaume Tremblay, on peut lire cette nouvelle sur le site de TVA Nouvelles. Il est maire de Mascouche. Dans une affaire épouvantable, une femme du nom de Gisèle Pélicaud, elle a choisi de se révéler au monde dans ce procès-là. Elle a été violée par une 50aine d'hommes, dont son mari. Le mari qui organisait ces viols-là, on le sait, si vous avez suivi ça, pendant qu'elle dormait. C'est-à-dire qu'il l'assommait avec des drogues extrêmement puissantes. Elle dormait, elle était assommée, complètement paf, comme on dit. Et là, M. Pélicaud, Dominique Pélicaud, faisait venir des hommes qui recrutaient sur un site de réseaux sociaux, justement, à des fins sexuelles. Et il les invitait à avoir des relations sexuelles avec sa femme, des viols. Faut le dire quand même, là. Et c'est une affaire qui secoue la France. C'est une affaire qui secoue des gens partout dans le monde. La preuve, on en parle ici. Le procès est commencé. Et hier, il y a des experts et des psychiatres qui sont venus faire le portrait de l'accusé Dominique Pélicaud, qui n'assiste toujours pas là, à son procès aujourd'hui. Il a dû quitter pour des problèmes médicaux. Plus tôt, avant l'émission, j'ai parlé à Katia Chapoutier. Elle suit le procès, elle est journaliste, pigiste et réalisatrice. Je lui ai d'abord demandé qu'est-ce qu'on a appris hier sur l'accusé. Alors, on a appris que l'homme souffrait d'un véritable clivage lié aux différents traumatismes de son enfance. Qu'est-ce qu'on entend par clivage? C'est en gros 2 personnalités qui cohabitent, 2 faces d'une même pièce. Il y a cette apparence a priori normale, de bon père, de personnes extrêmement attentives, et puis que toute sa famille connaît. Et puis il y a l'autre phase avec toutes ces perversités. Et ce que nous ont dit les psychiatres, c'est qu'il avait énormément de perversités. Il nous a fait toute une liste: le fétichisme, le voyeurisme, cette obsession donc de violer quand la personne est proche du coma, qui n'est pas très loin de la nécrophilie. Et le docteur Bensoussan disait qu'il y a
à peu près toutes les déviances, sauf celle de la domination, car dans les rapports de dominé-soumis, en général, la personne dominante prend soin de la personne soumise, et clairement, ça n'était pas le cas. Nous avons eu également hier le compte-rendu de la suite de l'enquête des autres accusés, et c'était une litanie absolument effroyable de tous les méfaits organisés avec chacun. Et ce qui était particulièrement effroyable dans le discours du commissaire, c'est qu'il citait les noms des dossiers numériques dans lesquels étaient gardées les vidéos. Et c'était absolument immonde. Il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde est ressorti absolument bouleversé. Quels étaient ces noms? Vous dites que les noms des fichiers informatiques documentant les viols étaient immondes. Quels étaient-ils? Bonne branlette, je sais plus, vraiment des trucs d'une vulgarité et d'un rabaissement et d'un mépris. Quand Gisèle Pélicot disait qu'elle était comme un sac poubelle ou une poupée de chiffon, on en a eu l'exemple par toutes les descriptions des actes de chacun. Les vidéos n'ont pas encore été diffusées, mais la question se pose de comment diffuser ces vidéos, parce qu'ils ont tous qu'une peur, c'est que ces vidéos fuitent, puisqu'il y a la salle principale, la salle d'audience, mais il y a aussi l'autre salle où est rediffusé le procès pour le public. Donc, comment faire pour que ces vidéos soient à la fois montrées, mais qu'en même temps, elles ne soient pas diffusées au monde entier, en quelque sorte? Parce que déjà, parlant de fuite, Katia Chapoutier, la liste des noms et des photos des accusés a déjà fuité. Oui, alors ça, c'était très troublant ce week-end, cette fin de semaine sur les réseaux sociaux, et ça a eu des effets très directs. Bon nombre d'accusés en liberté ont été harcelés, des enfants ont été molestés à l'école, des proches ont été maltraités, et là, les parties civiles ont été très claires. Il est hors de question que ce genre de choses se passe, parce qu'ils considèrent que les familles des accusés sont comme eux des victimes. Et c'est absolument impossible d'avoir un procès serein et efficace si on part sur une justice qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde a été très clair là-dessus. Les avocats de la défense ont fait une déclaration à l'intérieur de la salle d'audience et en plus après face à la presse pour dire que ça devait évidemment cesser. Le procès a beaucoup de retentissement, on le sait, Katia. Et en France, samedi, là, je crois comprendre qu'il y aura des manifestations de soutien à la victime Gisèle Pélicot un peu partout. Absolument. Dans toutes les grandes villes de France, ces manifestations s'organisent. Il faut comprendre qu'en quelques jours, Gisèle Pélicot est devenue une icône. Parce que tout le monde se retrouve dans cette femme. Les victimes se retrouvent dans cette femme. Les femmes se retrouvent dans cette femme. Et ce qu'elle a voulu par son discours, c'est d'avoir une attitude inclusive. Et elle ne veut absolument pas être récupérée par aucune cause. La preuve en est, en France, nous avons une star de télé-réalité, Nabila, qui a voulu faire une cagnotte pour soutenir Gisèle Pélicot et qui a d'ailleurs ramassé énormément d'argent très vite. Et dès que Gisèle Pélicot a été au courant, elle a demandé à ce que la cagnotte soit fermée et qu'il n'y ait aucune cagnotte. Elle veille à ce qu'elle ne devienne pas l'objet d'une personne ou d'un mouvement, mais bien de rester une personnalité qui parle au nom des victimes et qui est inclusive. Madame Pélicot est toujours là. Elle regarde les travaux du tribunal? Oui, c'est ça, avec beaucoup de dignité, entourée par sa fille, ses deux fils. Et elle sera là, elle veut tenir, elle veut montrer qu'elle est là. C'est vraiment important pour elle. En revanche, ce matin, on ne sait pas si M. Pélicot va pouvoir continuer à comparaître parce qu'il souffre vraisemblablement d'une infection urinaire. Et il y a forcément question, parce que s'il doit prendre la parole, il faut qu'il soit en état physique et psychique de le faire. Et donc, cet après-midi, va être diligentée une expertise pour savoir s'il est à même de comparaître dans les 3 jours à venir. Et les parties civiles ont fait savoir qu'ils étaient tout à fait d'accord avec cette expertise parce que eux aussi veulent entendre la parole de Dominique Pélicot, mais pas à n'importe quel prix et dans des conditions correctes. Katia, merci beaucoup pour cette correspondance. Je vous souhaite une bonne suite de couverture là-bas à Avignon. Merci, au revoir.